Pierre-Alain Duprat, en collaboration avec nos voisins de la Galerie d'Architecture, représentés ici par Gian Mauro Maurizio. Comme habituellement, à l'issue de la conférence de Pierre-Alain Duprat, vous aurez la parole. Et puis, Gian Mauro Maurizio vous conviera ensuite à la Galerie d'Architecture, puisque cette conférence se tient dans le cadre d'une exposition que peut-être certains d'entre vous ont déjà vue, de Pierre-Alain Duprat à la Galerie d'Architecture. Gian, je te laisse dire un petit mot. Ouais. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Merci à tous d'être là. Je n'ai pas l'habitude avec le micro. Voilà, nous avons inauguré il y a 15 jours, c'était vendredi, il y a 15 jours, l'exposition de Pierre-Alain Duprat, qui a eu depuis énormément de visiteurs et énormément de compliments. Et nous en sommes très, très heureux. Et ce soir, nous avons la chance de pouvoir organiser une conférence dans le cadre de cette exposition. Et je remercie vraiment très, très chaleureusement le Centre culturel suisse d'avoir accepté cette proposition, de nous accueillir ce soir. Les directeurs Jean-Paul Fellet et Olivier Kayser qui ne sont pas là, mais voilà, je le remercie aussi vraiment très chaleureusement. Comme le disait tout à l'heure Léopoldine, nous organisons, après la conférence, à la galerie, il y a une signature de la publication qui est parue à l'occasion de l'exposition. Voilà, que Pierre-Alain Duprat a édité avec la maison d'édition TC Quaderne. Et voilà, si vous souhaitez passer et pour pouvoir éventuellement avoir des questions encore à lui poser, échanger un peu avec lui et faire signer un catalogue, c'est la soirée à ne pas rater. Je laisse la parole à Pierre-Alain. Merci encore à tous et bonne soirée. Merci. Non. Merci, Gian. Je te remercie déjà, Gian, pour ce double événement, puisque l'exposition ou la conférence est directement liée à l'exposition. Et puis je remercie évidemment le Centre culturel suisse pour l'accueil pour cette conférence. Je suis très heureux de vous montrer ce soir un résumé, disons, de 15 ans de travail. Ça fait à peu près plus de 30 ans que je travaille dans l'architecture. J'ai choisi ce thème, la topographie en architecture, puisque finalement c'est un fil conducteur entre différents ouvrages. C'est un travail que je fais depuis pas mal de temps. Alors bon, vous me direz, la topographie en architecture, évidemment, lorsqu'on a des terrains en pente, on est bien obligé de s'y confronter. Mais j'ai remarqué que dans mes projets, souvent, l'idée même de la gestion des pentes, des parcelles, des sites, m'amène ou m'intéresse en tout cas, provoque chez moi un intérêt pour justement que cette topographie, elle résonne à l'intérieur de l'architecture que je crée. Alors parfois il y a des architectures, des topographies, disons, qui respectent le site, et parfois il y a des topographies un peu inédites, surprenantes, qui peuvent justement amener des qualités dans les projets qu'on développe. Ce soir, la conférence, elle sera... Je vais expliquer 6 projets. Ce n'est pas forcément les mêmes qui sont exposés à la galerie d'architecture, mais on peut définir 3 thèmes, c'est-à-dire les architectures qui s'encastrent dans les terrains, ou carrément sous les terrains, donc avec les 2 premiers projets. Ensuite, le travail que je fais depuis quelques années avec les ingénieurs civils sur les ouvrages d'art. Donc on peut parler de topographie, on va dire suspendue, ou en tout cas en lévitation, une nouvelle topographie en altitude. Et puis, les 2 derniers projets, et je finirai par l'école de Prangin que vous voyez sur l'affiche et sur la première page, les projets qui se posent en fait sur la topographie actuelle, mais qui ensuite dénotent un caractère à l'intérieur même du bâtiment. Alors, tout a commencé, ce travail, je dirais, a commencé il y a à peu près 15 ans, effectivement, avec la crèche de Saint-Jean, qui est une unité pour les enfants de la petite enfance, que je pourrais grouper avec un deuxième projet que j'ai développé par la suite, grâce à cette première expérience que j'ai eu la chance de faire pour des clients privés. Et ces 2 projets figurent dans l'exposition
à la galerie d'architecture. Donc la crèche de Saint-Jean, peut-être juste pour donner un peu le contexte, c'était un projet dont le programme était très ambitieux, puisqu'il a fallu garder, conserver et rénover la maison existante que vous voyez au centre, et ensuite agrandir avec le programme de la crèche, créer un jardin privé pour la crèche, plus un parc public pour les gens du quartier. Le site était comme celui-ci, donc il était à la base constitué de petites maisons urbaines qui se situaient au milieu de leurs parcelles. La ville de Genève avait acheté 3 parcelles et avait décidé de garder la maison principale qui était située au centre. Le choix que j'ai fait, qui était un peu audacieux, a consisté en fait à superposer les parties du programme pour pouvoir faire en sorte que l'agrandissement de 800 m² de la crèche n'impacte pas l'espace futur du parc public. Donc l'idée de superposer le parc public aux espaces de la petite enfance m'a permis justement de dégager une sorte d'horizontalité et puis de rendre discret finalement l'architecture. Ce programme est aussi, cette réflexion est aussi issue de la réflexion du programme entre l'utilisation de la maison existante et évidemment l'agrandissement. Donc en fait, j'ai volontairement opté pour ne pas construire un volume identique à la maison et de créer une nouvelle architecture qui vient justement tapis dans le sol avec un fonctionnement optimal pour les enfants en bas âge. Donc le plan montre que justement la totalité du programme est complètement dissimulée sous le parc public. Connaissant la loi genevoise, je ne sais pas si c'est pareil à Paris, la loi nous permet que lorsqu'on construit en sous-sol, on peut aller jusqu'en limite de parcelles avec les voisinages. Et c'est justement ce que j'ai utilisé comme processus, c'est-à-dire qu'en faisant ceci, j'ai pu construire mon programme contre les voisins et libérer le centre de la parcelle là où j'aurais dû normalement construire. Ça m'a dégagé un espace assez intéressant en dessous du niveau naturel, donc on est en situation de sous-sol, et puis c'est un nouveau rez-de-chaussée qui s'est créé, avec des baies vitrées tout autour, pour justement alimenter en lumière naturelle toutes les pièces de vie pour les enfants. La connexion a pu se faire avec la maison existante, dans laquelle il fallait conserver une partie du programme de la crèche, donc avec un escalier. Et puis le parc public ne subit aucune présence, je dirais, du nouveau programme. Au contraire, le public continue à traverser de part et d'autre du site sans croiser le fonctionnement interne de la crèche. Voilà le parc public, justement, sur la partie de gauche, avec le bâtiment de la crèche qu'on devine tout au fond, qui finalement s'inscrit très discrètement dans le site. Donc il dégage même une certaine respiration entre les maisons existantes qui sont conservées, donc la nôtre plus le voisin. Et puis, c'est un traitement finalement, le bâtiment demande un traitement de son émergence très peu perceptible, comme l'effet d'un socle d'une maison, on va dire. On reste à un niveau très horizontal. Même l'accès au bâtiment ne se fait pas par un ascenseur, se fait uniquement par l'utilisation d'une rampe qui permet justement d'accéder à l'intérieur du bâtiment, du nouveau bâtiment. Dans l'exposition à la galerie d'architecture, j'ai mis l'accent également sur les détails de construction qui accompagnent chacun de mes projets. On a ici une construction qui finalement est tellement discrète et peu perceptible qu'en tant qu'architecte, les seuls éléments émergents, on se devait de les réussir avec un certain soin et ne pas forcément devoir, infliger à l'architecture des détails de principe d'étanchéité ou autres qui pourraient justement gâcher en quelque sorte cette espèce d'intégration modeste. Donc on a développé, alors j'ai une formation, je ne l'ai pas dit en introduction, mais je peux en profiter de le dire, j'ai une formation
plutôt technique à la base, en ayant fait des études déjà de dessinateur, puis d'architecte, de technicien, collaborateur dans les bureaux. Et c'est vrai que j'ai pu acquérir une certaine expérience ou un certain intérêt pour élaborer des détails qui ne sont pas forcément dans les cahiers habituels. Donc là, le principe, tout simplement, c'était de dissimuler tout le travail d'étanchéité du nouveau bâtiment qu'on a dessous, sous le jardin, par un double mur qui vient en fait se bétonner en 2 étapes. C'est le détail qui figure aussi sur la petite planche qui est dans la galerie d'architecture, qui nous a permis en fait d'encastrer l'étanchéité entre les deux, de la protéger et de faire en sorte que finalement l'émergence de notre bâtiment soit presque considérée comme un socle existant, comme un soubassement ou comme notamment un travail qui a été fait à Genève il y a quelques années pour couvrir les voies CFF. C'est le mur que vous voyez là derrière. Donc mon projet finalement s'aligne à cette espèce d'horizontalité à 1 mètre, 1 mètre 20 du sol. Autre particularité aussi de ce chantier que je savais lorsque j'ai fait le concours, c'est que ce principe de construire en limite de propriété impose finalement des travaux relativement conséquents en voisinage direct, avec des fondations verticales contre le voisinage, et puis une situation un peu saugrenue, disons, avec une maison existante qui est un peu comme une île flottante au milieu de son chantier, puisqu'il a fallu justement approfondir encore un petit peu les fondations pour la reprise en sous-œuvre et puis la connexion avec la nouvelle partie. Au final, ce nouveau terre-plein, ce nouveau rez-de-chaussée finalement est situé à moins 3 mètres du sol existant. Les enfants sont dans leur périmètre, donc ils sont déconnectés des bruits de la ville. Lorsqu'on est dans le jardin de la crèche, on entend très peu les sons urbains, justement, et le public, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, continue à graviter en surface entre un trottoir et l'autre. Cette première expérience m'a amené, quelques années plus tard, à cet agrandissement, dont j'ai eu la chance d'avoir le mandat par la rencontre de clients privés qui avaient disons, un certain budget, il ne faut pas le cacher, mais aussi un terrain qui permettait ce genre d'expérience, d'expérimentation. Donc c'est une parcelle privée de 3000 m² à peu près. La maison est comme ceci, on ne la voit juste pas, elle est en toit plat avec une hauteur de 3 mètres standard. Et les clients bénéficiaient d'un terrain en contrebas qui descendait le long dans le secteur sud-est de leur parcelle, qui était presque inutilisable, pas très intéressant, avec justement la présence de l'accès secondaire voiture qui donnait l'accès à un garage assez imposant, assez important. La maison comportait 3 ou 4 chambres, mais l'agrandissement voulait justement demandait une surface d'à peu près 400 ou 500 m² avec des chambres supplémentaires, une piscine, un espace fitness, un espace de confort, d'agrémentation. Alors, l'expérience de la crèche de Saint-Jean, du projet que je vous ai montré tout à l'heure, m'a amené vers cette résolution où là, finalement, le bas de la parcelle n'est pas utilisé, il n'est pas conséquent, il n'est pas suffisant pour faire une hauteur d'étage complète, mais la porte existante du garage nous a donné en fait la nouvelle altitude de cet agrandissement, et le terrain, plutôt que monter comme il le faisait initialement, finalement vient à l'horizontale amener cette différence, cette nouvelle topographie nous a permis d'installer des vitrages sur toute la hauteur, sur toute la longueur, avec un muret de soutènement qui fait finalement partie de l'architecture qu'on a proposée pour les clients. L'escalier s'encastre dans le hall d'entrée de la maison, de façon à ce que les chambres existantes ne subissent pas l'aspect négatif d'un agrandissement, puisque les deux choses sont à des niveaux différents, ce qui a permis également de compléter la parcelle, le jardin supérieur, de l'agrandir encore plus qu'à l'initial. Voilà le programme entre guillemets de réjouissance, avec une piscine intérieure assez spectaculaire. Et j'ai voulu justement faire en sorte que cet agrandissement puisse répondre aux besoins des clients, au désir d'avoir un
un espace à vivre vraiment généreux, avec une relation justement sur un paysage dont eux-mêmes ignoraient finalement les qualités, puisque c'est un bout de parcelle dans lequel personne ne se rendait à cause justement du terrain en pente. Avec cet agrandissement et la manière de transcrire, disons, le rapport entre l'intérieur et l'extérieur, on a découvert une nouvelle nature et on a mis en valeur justement ce site. On voit effectivement l'escalier qui est encastré dans le hall d'entrée, le petit tunnel qui passe déjà sous les chambres existantes, et puis ensuite ce nouveau programme qui se décompose en 2 parties différentes, une partie nuit avec les 3 chambres de ce côté-là, le virage qui est donné par rapport à la végétation existante et les racines des arbres, et puis la piscine, l'espace de détente qui se développe sur toute la longueur avec les locaux annexes, techniques, etc. pour faire vivre ce nouveau bâtiment, avec notamment aussi la nouvelle entrée du parking qui est, disons, réinterprétée dans cette nouvelle architecture. On voit que l'impact finalement du plan inférieur a très peu de prise sur le jardin existant, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce jardin dont la pente commençait à cet endroit-là, finalement a été agrandi avec le principe de l'encastrement de ce nouveau bâtiment sous le terrain naturel du jardin. Et on voit justement le rapport là entre les 2 constructions qui finalement, enfin entre les 2 niveaux, pardon, où justement la construction permet de gérer, disons, la différence de niveau avec un mur un parapet entre les 2 parties. Ce parapet est dessiné ici, il est en même temps la structure principale de l'agrandissement. La forme dynamique de l'ouvrage a été déterminée par les arbres, mais également du fait de cette structure qui est à une place totalement équilibrée par rapport au nouvel agrandissement. C'est-à-dire qu'il fallait de toute façon éviter la chute entre les deux parcelles, entre les 2 niveaux de terrain, et il fallait pouvoir suspendre, moi je suis parti sur ce principe-là, de suspendre en fait l'agrandissement avec un sommier métallique qui permet de travailler sur la longueur du bâtiment et non pas sur la largeur. Voilà le détail de cette particularité. On nous apprend souvent à l'école qu'il faut, en théorie, porter dans le sens le plus court, disons, de faire les portées dans le sens le plus court. Là, j'ai fait le choix de mettre la poutre principale dans le sens longitudinal, de façon à libérer justement, à soutenir la dalle vers le haut. Donc c'est un sommier renversé qui fait que la dalle, le bout de la dalle est en porte-à-faux finalement. Et ensuite, ce porte-à-faux m'a permis d'avoir une face vitrée générale, totale, sans aucun porteur, qui nous permet justement d'avoir une relation entre l'intérieur et l'extérieur, extrêmement spectaculaire justement par rapport à ce programme qui se veut justement un peu spectaculaire. Voilà. Donc là, le rapport entre l'intérieur et l'extérieur est complet, et complètement panoramique, je dirais, et très impressionnant. On a finalement, au bas de cette parcelle qui était très peu utilisée, un jeu de miroir entre la nature, je dirais, révélée, et puis l'architecture qui lui fait face, avec... Voilà, cette photo représente peut-être du blanc, du vert, mais finalement, les 2 dialoguent ensemble dans une sorte de dynamisme qui fait à peu près 40 mètres de longueur sur la totalité du mouvement en fait, de cette architecture. Voilà, les 2 projets, finalement, la crèche de Saint-Jean et l'agrandissement à Vendeuvre, ont la particularité justement de s'encastrer sous le terrain, de restituer des nouveaux rez-de-chaussée, qui étaient très peu perceptibles au début du processus, évidemment. Lorsqu'on a une pente de 1,50 m sur un terrain, il est difficile d'imaginer qu'on peut faire vivre une hauteur d'étage classique, excepté justement d'admettre ou d'assumer ou d'accepter un rapport justement de baies vitrées sous forme de balcon, avec le soleil qui de toute façon amène de la lumière de manière très généreuse dans les pièces principales, y compris dans les chambres. La crèche de Saint-Jean
c'est encore différent puisque le niveau est complètement artificiel. À l'époque, les parcelles étaient vraiment à ce niveau-là. Et là, c'est un choix que j'ai fait justement dans l'esprit du projet, du programme, de la petite enfance, de la protection par rapport aux enfants, où justement les enfants, plutôt que d'être dans une maison puis de regarder à l'extérieur, finalement, sont dans un espace autour d'un patio et se regardent grandir, se regardent évoluer entre les différents groupes d'âge. Là, pour Vendeuvre, on est plus dans un esprit de contemplation sur la végétation. Voilà, les deux autres projets, c'est le travail que je fais depuis 2004. Donc, c'est finalement ce projet m'a accompagné durant toutes ces dernières années, dans cette tranche de 15 ans que j'ai choisie justement pour l'exposition. C'est la passerelle de la paix qui est située à Genève, au-dessus des voies CFF. Il y a à peu près une vingtaine de voies dans un quartier qui a été qui s'est énormément bonifié avec la construction de plusieurs bâtiments importants. Japan Tobacco, qui maintenant est terminé, là on est en situation de chantier. Des logements d'étudiants de la Haute École internationale, et puis la Maison de la Paix qui est en face justement, qui reçoit les étudiants et du coup qui rend la passerelle totalement utile, qui elle-même s'inscrivait dans un parcours piéton du plan cantonal. On peut le mettre en parallèle avec ce concours que j'ai gagné il y a à peu près 5 ans, qui n'est pas réalisé. Des discussions sont en cours maintenant pour vraiment réaliser cet ouvrage. Donc c'est la passerelle de la Rade qui est au début du Rhône, on va dire, entre la Rade, entre le lac et le Rhône, à côté du pont du Mont Blanc, qui est le premier pont actuellement qui sépare justement le fleuve du lac, et qui sera une passerelle piétonne, essentiellement piétonne, avec une largeur de 5 mètres à peu près d'utilisation. La passerelle de la Paix donc, s'inscrit dans un parcours piéton qui, disons, visait à rendre la connexion possible entre le parc des Nations, le Jardin des Nations, avec le bord du lac, de manière à éviter les grands axes routiers. Elle a aussi un aspect une fonction très importante de connexion des mobilités, notamment la gare qui se situe au milieu, qui ensuite dessert les deux extrémités, qui permet aux gens finalement d'aller prendre le tram, d'aller en ville ou d'aller prendre des voitures qui sont dans le parking qui se situe ici, et puis de repartir chez eux ou de parquer la voiture, de prendre le train ou de prendre le tram selon les différentes justement destinations. L'ouvrage est en forme, est mis en forme dans un contexte que je vais vous expliquer, qui était difficile à imaginer au départ, puisque lorsque j'ai commencé le projet de cet ouvrage, le site était comme ceci, c'est-à-dire il n'y avait absolument rien. Il fallait imaginer une passerelle à 8 mètres de hauteur, avec des accroches encore un petit peu, mouvantes, on va dire. Seule la présence d'un bâtiment international était peut-être un point d'accroche. Les Nations Unies vers le haut, la végétation existante, et puis le profil qu'on devinait ou sur lequel il fallait s'accrocher. Finalement, pour donner cet ouvrage qui fait 160 mètres de long entre les deux rives, avec un point d'appui central qui dessert justement la gare, dans ce site qui justement voyait les constructions s'élaborer en même temps que notre ouvrage se terminait. Donc la forme de l'ouvrage est définie par plusieurs fonctions. D'une part, c'est une passerelle piétonne. Donc on voulait déjà donner une certaine rupture par rapport aux 160 mètres de longueur de cette traversée, raison pour laquelle on a évité, disons, d'avoir une ligne droite au résultat final. Ensuite, elle s'inscrit justement dans ce parcours piéton qui lui-même est un peu sinueux avant d'arriver à la perle du lac, donc au bord du lac. D'autre part, elle devait connecter des zones bien précises avec des ascenseurs, et les surfaces d'implantation étaient déterminées également. Donc finalement, le zigzag qu'on devine, là qu'on voit, qu'on perçoit, était finalement une condition disons inévitable pour rendre l'objet économique, rationnel, les parcours peut-être les plus directs, qui fonctionnaient également entre les gens qui attendent l'ascenseur, les gens qui passent tout droit, etc.
l'ouvrage a été dessiné justement de manière à répondre aussi au contexte du site, avec des visions, des vues sur le paysage assez intéressantes, des connexions avec les cages d'ascenseurs, justement, qui augmentaient la hauteur possible des poutres, de façon à intégrer les cabines d'ascenseur, enfin les émergences des ascenseurs, et puis une poutre constituée de 2 treillis métalliques latérales, de manière à offrir la poutre la plus rigide et la moins haute possible pour répondre, et la plus économique pour répondre justement au franchissement des 70 mètres et des 70 mètres suivants. On voit justement l'objet qui se tord, qui reçoit justement les cages d'ascenseur ici, avec chaque fois à la sortie des liaisons, une vue possible au-dessus de la hauteur structurelle qui permettait justement de voir la vue sur la ville ou sur les bâtiments voisins à chaque fois justement il y a ces connexions. Alors évidemment, ce projet a été techniquement très très ardu, avec un dessin structurel, disons une évolution de la poutre à chaque centimètre de longueur. Donc il y a un effet de torsadé qui répond justement à la modification de la forme des structures. Ces structures, on les a conçues de cette manière-là pour répondre notamment aux besoins de protection lorsqu'on intervient au-dessus d'un domaine ferroviaire. J'imagine qu'en France, les normes SNCF sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas une protection en toit, on doit offrir des protections latérales aux usagers pour éviter tout risque d'accident. Donc cette notion dès le départ prise dans notre projet, puisqu'on a justement pris l'option de ne pas fermer l'ouvrage, nous a imposé et nous a déterminé finalement le dessin et même la conception structurelle de l'ouvrage avec des poutres triangulées spatiales de chaque côté, mais justement, comme je l'ai expliqué, qui évoluent en fonction de la situation et de la vision sur le territoire, sur les vues. Donc on peut aussi parler d'intégration, notamment par rapport aux vues, au panorama qui profitent aux utilisateurs de cet ouvrage. Voilà les protections du coup. Quand on est suffisamment haut, évidemment, on n'a plus besoin de protection latérale, donc les poutres se resserrent à ce moment-là. On voit également que l'ouvrage est constitué de matérialité qui résonne avec disons, la situation. Donc lorsqu'on est disons, projeté sur le domaine ferroviaire, on est plutôt en treillis métallique. Donc l'ouvrage est recouvert de treillis métalliques. Donc c'est une tôle en aluminium éloxé. Et puis le parcours intérieur, en revanche, est constitué de panneaux de verre translucides qui donnent une certaine architecture, on va dire, à cet ouvrage d'art, qui résonne également avec les bâtiments voisins, qui eux maintenant, une fois construits, sont entièrement vitrés, et puis surtout qui restituent une lumière le soir sous forme de balisage, donc éclairant le sol pour pouvoir justement rendre la traversée de l'ouvrage encore rassurante à toute heure de la journée. De nouveau les détails, puisque c'est notre façon de faire. En tout cas en Suisse, on est très... Les bureaux d'architecture accompagnent les ouvrages jusqu'à un certain point, enfin jusqu'au maximum possible. On s'occupe aussi de la réalisation des chantiers, même si ce chantier en particulier a été pris en charge évidemment par un ingénieur civil. Mais tout ça pour montrer justement la particularité de cette structure avec cette dalle de liaison, et puis l'intégration de la lumière avec le panneau vitré. Ensuite, les différents points de géométrie. Donc, il faut savoir que ces points-là évoluent dans l'espace. Tout l'ouvrage a été dessiné en 3 dimensions par les ingénieurs et par nous-mêmes, pour notamment les revêtements, les vitrages, mais aussi pour la construction des triangulations, des poutres triangulées en atelier par tronçon, qui ont été livrées par tronçon sur place, avec justement ce vrillage possible, cette 3 dimensions qui a été dessinée, puis construit en atelier, transporté sur place, ensuite en différents tronçons, pour finalement permettre d'avoir cette forme qui justement évolue tout au long de la traversée. Les piles sont en béton armé, donc on les devine ici justement. Donc c'est des couples de 2 piles
qui sont positionnés aux endroits des quais, donc au milieu, puis aux extrémités, une à une extrémité côté lac. Et puis le montage a été fait avec des piles provisoires positionnées tous les 30 mètres aux emplacements où les CFF nous ont permis justement d'intervenir durant les périodes de trafic. Il faut savoir que la totalité de l'ouvrage a été montée la nuit quasiment, avec des tronçons calculés en fonction de la longueur et du poids de la grue, et posés entre minuit, évidemment, et 4 heures du matin, en dehors du trafic ferroviaire. Voilà finalement l'ouvrage. On voit les piles en béton qui doivent aussi résister au choc des trains. Donc l'ouvrage est conçu pour une centaine d'années, disons pour au minimum 100 ans, et puis doit pouvoir résister au déraillement évidemment des trains pour ne pas couper la ligne Genève-Lausanne, qui est une ligne prioritaire en Suisse. Cet ouvrage a été réalisé lorsque l'on était au bureau en train d'élaborer le concours de la passerelle de la Rade. Donc là, on est dans une situation très différente. Nous ne sommes pas à 8 mètres de hauteur, mais à 3,50 m du plan d'eau, avec finalement une intervention dans un site absolument magique, hein, qui est la Rade de Genève. Les contraintes ne sont pas les mêmes, le résultat non plus d'ailleurs, puisqu'on a des portées ici de 70 mètres de longueur à 8 mètres de hauteur, et puis là, nous avons élaboré une portée principale de 160 mètres de longueur à 3,50 m du niveau de l'eau. Alors, on aurait pu évidemment créer des piles intermédiaires, mais je vais vous expliquer pourquoi on est arrivé à ce résultat, de nouveau suite au programme, à la mise en œuvre, à la technique, et puis aux possibilités justement que le site nous permettait. Donc voilà, pour ceux qui connaissent Genève, la rade qui se termine avec le pont du Mont Blanc. L'ouvrage vient s'installer en diagonale, donc c'est un nouvel axe qu'on crée. La surface d'implantation était relativement libre. On avait à peu près à 30 mètres du pont une possibilité de mettre un ouvrage parallèle en biais, collé contre le pont, etc. Plusieurs possibilités s'offraient à nous. Et puis l'ouvrage, finalement, répond à une demande très très pressante, on va dire, de pouvoir relier la rive gauche avec la rive droite, donc rive droite, rive gauche, de manière à boucler le circuit piéton et cycliste également entre les deux rives, puisqu'actuellement la situation existante ne nous permet pas, disons, de traverser correctement sur le pont du Mont Blanc, et beaucoup de gens font le détour par le deuxième pont qui est le pont de Lille, le pont d'Iberck, pardon, avec justement un détour de à peu près 800 mètres de distance. Donc la volonté justement des autorités était d'améliorer le flux entre les deux rives, et notre projet, s'il arrive à une forme finalement spectaculaire, en réalité, il est surtout issu d'une réflexion qu'on a voulu élaborer sur le flux sur la différence entre le flux des piétons et des cyclistes, de manière à éviter les croisements qu'on connaît actuellement, qui sont assez catastrophiques en rive gauche et puis en rive droite. Les accès sous le pont existent, mais ils ne sont absolument pas accessibles pour les personnes à mobilité réduite, ni en poussette. C'est assez compliqué. Les pentes ici sont très raides. Et puis, il y a un bel ouvrage ici qui est une espèce de barge flottante. Donc, c'est comme un passage flottant, mais dont l'accessibilité n'est pas idéale pour les gens en mobilité réduite ou justement en poussette. Donc on a d'abord eu cette réflexion avant de parler de l'ouvrage. Donc je le dis assez souvent, finalement, la mise en place ou la résolution d'un ouvrage d'art n'est pas si étrangère qu'une architecture normale, c'est-à-dire qu'on se met souvent à la place des gens qui vont utiliser l'ouvrage. Donc comment est-ce qu'on y accède? Comment est-ce qu'on en profite? Quelles sont les vues? Quels sont les avantages qu'on offre en fait dans le site? Tout ceci pour arriver à définir un ouvrage qui on l'espère, a du sens dans le site, s'inscrit d'une manière, on va dire, pérenne et efficace, de manière à faire correspondre toutes les impossibilités d'un programme ou bien les contradictions parfois, pour pouvoir essayer d'offrir l'ouvrage qu'on estime idéal.
Donc le pont du Mont Blanc offre des trottoirs de 2,50 m de chaque côté. Donc nous sommes partis sur l'hypothèse que le trottoir peut accepter une piste cyclable bidirectionnelle pour les parcours rapides, donc les vélos, et de mettre la passerelle uniquement en site propre pour les piétons, à une certaine distance, et positionnée de manière à ce que l'ouvrage puisse répondre aux besoins et surtout puisse se réaliser au niveau des travaux dans les carrefours qui sont notamment celui-ci très difficile d'imaginer un chantier de grande envergure. On voit ici sur le site la promenade des Anglais en rive gauche, qui est une promenade très généreuse, et puis ici l'étranglement pour les piétons, mobilité douce, mais par contre un fort trafic routier. On voit également le passage des petits bateaux à Genève qui s'appellent les mouettes, qui passent sous l'arche, qui passent en fait à une position bien précise entre les arches du pont du Mont Blanc, et puis le passage flottant dont je vous parlais, qu'on a voulu évidemment conserver dans le système de fonctionnement de l'ouvrage. Donc les gabarits de ces passages sont définis par ces petits points qui ont défini finalement avec les points d'appui la forme et la conception statique de l'ouvrage. L'île Rousseau a été construite bien avant le pont du Mont Blanc. Nous avons décidé d'ancrer en fait le seul appui possible de notre ouvrage dans l'axe finalement de l'île Rousseau et de créer une grande portée et une demi-portée justement pour répondre à tous ces paramètres de gabarit et offrir également une construction possible de cet ouvrage. C'est-à-dire que la demi-portée nous permet d'avoir un appui tout à fait simple et banal à l'endroit du carrefour, et puis la grande arche vient s'encastrer dans un massif d'encastrement très important qu'on peut justement imaginer réaliser dans le jardin anglais, là où justement il y a de la place. Ensuite, nous avons évidemment élaboré la hauteur statique suffisante pour pouvoir franchir les 160 mètres de distance avec une poutre en caisson qui nous permet justement de faire fonctionner l'ensemble. Donc là, on voit notamment à l'endroit du passage, on a une petite portée, une petite hauteur statique, et puis l'ouvrage ensuite vient prendre les appuis en bénéficiant de toute la hauteur inférieure. Donc on passe d'une poutre de 3,50 m de hauteur aux appuis à 1,50 m, 1,70 m au milieu des gabarits des passages. Ce qui donne en fait cette forme à l'ouvrage. La poutre permet également de protéger, de guider les piétons pour éviter les collisions entre les cyclistes et les piétons, et puis permet également de pouvoir se positionner dos à la poutre, d'admirer plutôt la rade, et puis d'avoir un sentiment de protection du bruit, du carrefour, enfin du pont du Mont Blanc, de la circulation, et d'être plutôt face au panorama du lac. Donc en réalité, cet ouvrage est une espèce de synthèse entre toutes les contraintes, les aspects statiques évidemment, très important pour un ouvrage de ce type, et puis à la volonté d'offrir justement un espace urbain de qualité face au lac, qui est une chose qui pour l'instant à Genève n'existe pas sous cette forme. L'ouvrage s'inscrit également dans le plan lumière de la ville. La lumière est simplement retraitée traitée différemment sous le banc, contre la poutre, de manière à travailler très linéairement sur cet ouvrage qui a une longueur finalement de 250 mètres. Voilà, le point commun entre les deux ouvrages, la longueur peut être l'intégration horizontale, mais finalement des situations très différentes entre un domaine ferroviaire et puis une liaison suspendue au-dessus du lac à peu près 3,50 m. La dernière catégorie sont les ouvrages, disons qu'on peut dire posés sur le sol ou légèrement encastrés ou modulaires sur le sol. Donc je vais vous expliquer deux projets, notamment un très important qui a été déterminant dans la rencontre que j'ai eue avec Gian de la galerie, puisque c'est ce projet qui a été diffusé en France, vous l'avez peut-être déjà vu, qui a été diffusé entre 2013 et 2015 par rapport à
j'imagine, a sa particularité. Sa particularité est issue d'un programme, d'un désir de client qui justement nous a poussé vers cette direction. Et puis ce projet, ensuite, nous a alimenté une réflexion pour la construction d'une école enfantine dans la commune de Prangin, à quelques kilomètres de Genève, avec donc ces deux projets qui ont eu à peu près une année d'intervalle. Et puis nous avons terminé celui-ci il y a un peu moins de 2 ans. Et c'est le projet, je dirais, qui résume peut-être un petit peu ces 15 années de travail. Donc la maison en module préfabriqué, elle a été construite en France, sur le territoire français, en bordure de Genève. Elle s'installe sur une parcelle qui est très linéaire, avec une forte pente vers le bas et puis une horizontalité vers le haut. Elle est issue d'une réflexion avec les clients. Donc eux-mêmes voulaient partir sur l'agrandissement de la maison qui existait, qui était au centre de la parcelle. On a fait un premier projet qui s'est avéré finalement pas concluant pour plusieurs raisons, notamment parce que les clients avaient besoin d'une très grande surface avec un budget très bas. C'est pour cette raison qu'on a élaboré ce principe de construction préfabriquée en utilisant en réalité des garages, des box, des garages de voitures qu'on utilise souvent dans des opérations immobilières ou disons, de construction de maisons mitoyennes, etc. Nous, on en a fait une maison qui répond finalement aux 300 mètres carrés habitables du programme, avec un budget extrêmement bas pour toute la partie du gros œuvre. À partir de ce choix, nous avons cherché une entreprise qui nous fournissait les modules tels qu'on les souhaitait, c'est-à-dire sans reprise de bétonnage entre la dalle, les murs et la dalle supérieure de toiture. On a trouvé une entreprise en Allemagne, donc ça tombait assez bien puisque la construction était en France, donc on n'est vraiment pas passé par la Suisse à ce niveau-là. Une usine qui construit finalement 20 box par jour, donc en une journée, ils nous ont construit en théorie les éléments utiles pour notre maison, et notamment ils les entreposent ensuite dans des grands terrains comme ceci, où on voit justement déjà un peu l'aspect rythmé qu'on a par la suite un peu élaboré avec la maison. Donc on voit justement le box initial pour les deux voitures, et puis ensuite le jeu qu'on a fait avec ces éléments modulaires de 3 mètres par 3 mètres par 6 mètres de longueur, en offrant justement ces surfaces ou ces faux alignements qu'on a voulu justement conserver dans la lecture de la maison. Donc on est parti du principe que les box, en général, s'adressent à une voiture ou à 2 voitures. Donc on a un module unitaire ou un module double. Et puis on a joué avec ça pour avoir chaque fois un module unitaire, un module double. Éviter les alignements à tout prix, puisque de toute façon les dimensions sont parfois un peu différentes suivant si on met les box dans un sens ou dans l'autre. C'est pour ça qu'on a créé des faux alignements en favorisant plutôt les alignements intérieurs à la maison. Ça nous a donné justement une maison qui est articulée avec différents secteurs d'intimité de la parcelle en fonction du voisinage également. On a positionné 2 box supérieures au système pour justement profiter de la vue sur le bassin genevois, parce qu'on a une très belle vue depuis cette parcelle. Et puis, ça donne justement cet élément-là. Et ensuite, la partie inférieure a été également posée sur le terrain en pente, en contrebas, avec 7 box qui justement s'articulent de manière à offrir encore de la lumière naturelle dans les parties inférieures, et puis surtout des chambres individuelles pour les enfants avec des accès directs sur le jardin. Donc ça nous permet, voilà, on voit les chambres ici, et puis le module supérieur qui, lui, a été positionné sur la cage d'escalier principale, qui est en fait l'élément coulé sur place, qui contrevente tout le système. Les différences de niveau ont aussi été issues d'une recherche d'économie par rapport au terrain naturel. Donc c'est pour ça qu'on voit des ajustements entre la descente, puis ensuite on remonte parce qu'on a les box inférieures qui viennent s'encastrer dessous. Tout ça nous a amené justement à une recherche de plans, disons, avec des différences de niveau qui ont une importance dans le projet suivant que je vais vous montrer.
Voilà les fondations, donc un coût très très bas par rapport justement à un système traditionnel, puisque les éléments viennent livrés sur place par groupe de 2 sur un camion. Et puis en théorie, on peut construire la maison en 2 jours ou en 3 jours. Là, en l'occurrence, on l'a construit en un peu plus de temps, puisqu'il a fallu d'abord créer les fondations par étapes également. Le détail a son importance également, puisque l'entreprise qui nous a fourni ces éléments a assuré les toitures végétalisées, l'étanchéité en partie supérieure, et nous avons ensuite adapté ces éléments à une habitabilité, disons, qui nous était nécessaire, avec la position des fenêtres à l'endroit des portes de garage, l'incrustation des stores, l'isolation et une étanchéité intérieure qu'on a voulu faire en plus pour des questions de sécurité et de garantie face au système développé. Donc c'est vraiment un prototype qu'on peut imaginer justement composé d'une certaine manière, enfin de différentes manières, qui pourrait même s'agrandir après coup dans un terrain en pente. On peut tout à coup en mettre 2 ou 3 en bas. On peut imaginer faire des habitats groupés avec justement une famille qui a un accès par le bas, une autre par le haut. Là, en l'occurrence, c'est une maison entière relativement grande. Voilà, je m'arrête un petit moment sur ces 2 images parce que finalement, elles sont un peu jumelles à mon sens, c'est-à-dire que ces différences de hauteur par rapport au terrain nous a énormément influencé sur ce projet d'école, et notamment aussi le traitement des fenêtres, des percements. Là, évidemment, on a mis la fenêtre à l'endroit de l'ouverture de la porte du garage initiale, et là, on a traité des grandes baies vitrées au milieu justement de ces éléments de béton. Donc l'entourage, le cadrage en béton par rapport à le lien entre ces 2 projets est très flagrant dans le traitement justement du percement, des percements nécessaires à amener de la lumière naturelle. Donc là, dans l'école de Prangin, nous avons aussi, un peu comme ici, c'est-à-dire un trou par face. À chaque fois, chaque face présente un trou, un peu justement comme une grande maison, comme si cette maison avait été un peu gonflée et puis transformée en école. Donc là, on est aussi dans une recherche de modularité, mais évidemment, la préfabrication n'existe pas puisqu'on est dans des modules très importants. Il s'agit d'une école enfantine. Donc je vous ai montré une crèche au tout début de ma conférence. Là, on est dans une école enfantine, donc c'est l'étape supérieure avant d'arriver dans les écoles un peu plus grandes ou impressionnantes ou dans les lycées ou les collèges. Donc on a voulu faire en sorte que cette maison ait une échelle relativement, disons, facile à appréhender pour des enfants en bas âge, raison pour laquelle le programme a été fragmenté en 4 parties, avec une implantation en croix qui respecte, disons, la trame du village, puisqu'on a énormément de lignes directrices qui sont de ce sens, face à un bâtiment communal, qui est celui qui est derrière, qui lui, justement, s'est implanté il y a à peu près une vingtaine d'années d'une manière un peu autonome, le long du chemin de l'axe principal qui relie le haut du village avec le bas du village. Cette implantation en croix a été, disons, conditionnée aussi par la topographie actuelle du site. Donc là, on voit l'état existant, on devine justement le futur préau qui va s'installer effectivement à l'endroit de l'ancien terrain de basket, et puis ce terrain dont la pente est vraiment très, j'ai presque envie de dire un peu sournoise, parce que finalement on a une différence d'un niveau entre les 2 parties, mais on a toute une gestion de la parcelle qui est extrêmement compliquée à appréhender au départ, raison pour laquelle on a fait ce choix de répartir le programme dans 4 parties, dans 4 volumétries, en faisant en sorte que ces volumétries épousent le profil du terrain successivement, par un jeu de décalage d'à peu près 95 cm. Le petit programme de l'école avec 6 classes nous a permis de mettre chaque fois des groupes de 2 classes par aile, plus une petite salle ici dans le bâtiment un peu plus long. Le rez-de-chaussée qui accueille justement l'entrée de l'école. Et les classes sont en relation avec le terrain directement, sans devoir être en situation d'étage. Donc on est plutôt dans une situation
de rez-de-chaussée avec une surface vitrée la plus généreuse possible, un contact avec le terrain, une sorte d'encastrement quand même avec un bâtiment qui sort de terre petit à petit et qui retient le terrain à chaque fois qu'il est en contact avec. Et puis le bâtiment parascolaire qui, lui, a son accès en partie supérieure, c'est le bâtiment qu'on voit ici, qui vient justement chapeauter l'entrée du préau de l'école, le cadrer, signifier l'entrée de l'école principale en bas, et puis bénéficier d'une entrée supplémentaire, tout en étant relié au système de distribution intérieure qui est la pièce maîtresse, je dirais, de ce projet. On voit effectivement les décalages qu'on a créés successivement entre chaque élément du programme, avec cette notion de petite école qui ressemble un peu à une grande maison, suite à l'expérience justement du projet précédent, avec ces fenêtres sur chaque face, et puis ces grands pans de béton finalement qui sont très présents, ancrés dans le sol. Donc ce projet a dû s'accompagner d'une distribution intérieure, disons, inédite pour ce type de bâtiment, qu'on a dû étudier de manière à pouvoir développer l'accessibilité à chaque partie. On a développé là une école non pas des demi-niveaux mais à des tiers de niveau. Ces tiers de niveau nous ont permis d'offrir des escaliers tout à fait acceptables pour des enfants en bas âge. Donc on a chaque fois des escaliers avec 6 marches maximum, ce qui permet à l'enfant de voir déjà le sommet de l'escalier quand il l'appréhende. Impossible de mettre un ascenseur au milieu qui distribue tous les espaces. Donc on a opté pour un escalier très concentré sur le centre, accompagné de rampes qui nous ont permis justement de grimper tout au long de l'ouvrage. Donc une petite rampe comme ça, et puis on grimpe par rapport à la croix, disons au centre de la croix, on grimpe à tous les étages d'une manière presque naturelle, comme si on avait en fait finalement un bâtiment sur un seul niveau, et puis on le décale, et en fait les couloirs deviennent des rampes d'accès, un peu ludiques même, je dirais, pour les enfants en bas âge, avec la possibilité pour eux de faire la moitié du parcours en escalier, l'autre moitié en rampe, etc. D'où la géométrie de ces espaces justement de liaison qui permettent d'aller dans la rampe ou d'aller en direction de l'escalier, qui est vraiment la particularité de ce projet, qui nous a aussi amené des précautions à prendre au niveau des bétonnages. Il fallait bétonner les choses avant d'autres, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été déterminant même dans le dessin intérieur des bétons et la mise en œuvre, avec des détails de façade où on a fait le choix de travailler avec des doubles murs en béton, intérieur et extérieur, d'une manière assez confortable, je dirais, en Suisse, pour répondre à tous les problèmes minergie, énergétique, etc. On voit justement le rapport entre une classe avec le terrain, le rapport entre une fenêtre de couloir qui, elle, touche le sol, et une fenêtre de classe qui, elle, touche le plafond. Finalement, on a une différence de presque 1 mètre, mais entre les deux vitrages, on n'a que 50 cm à peu près de dégradé, avec ce contact direct pour les enfants avec la nature de proximité. Voilà la composition finalement de cet ouvrage avec les 3 premiers éléments visibles depuis l'entrée, le quatrième étant derrière, finalement. On le voit un peu mieux sur cette image, donc on a vraiment une architecture qui progresse sur la topographie naturelle du terrain. Donc voilà pourquoi ce projet est un peu le résumé de tout ce travail, toute cette réflexion qu'on a sur le rapport entre le bâtiment et le terrain, puisque la topographie a directement influencé le choix de distribution intérieure. On a dû faire face effectivement à cette particularité pour obtenir un projet qui a je dirais, une autonomie de fonctionnement et puis une identité assez forte qui résume justement le travail d'encastrement posé sur le terrain, la pente, les éléments supérieurs, les éléments inférieurs. Donc c'est justement pour cette raison que j'ai choisi ce projet sur l'affiche de l'exposition notamment. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai fini. Je ne sais pas si je suis dans les temps,
Mais en tout cas, je réponds volontiers à vos questions. Y a-t-il des questions? C'est toujours embêtant dans les conférences quand personne pose de questions à la fin. Moi, je connaissais un peu votre travail, donc c'est plus facile pour moi. Mais il y a une constante quand même, je trouve. Je sais pas si, je pense que vous en êtes conscient. C'est en fait à chaque fois, il y a une dimension tectonique. Je vais l'appeler comme ça. Enfin, vous voyez ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes toujours dans le détournement d'une certaine manière. C'est-à-dire que bon, on peut prendre les 3 exemples par l'heure. C'est-à-dire que la maison modulaire, là, avec des caissons, en fait, c'est une maison répétitive, mais en fait, elle est très, très sculpturale. À la fin, ça devient comme une espèce de sculpture. La poutre que vous avez emballée de vitrage, finalement, elle disparaît. C'est-à-dire que comment dirais-je, l'intensité structurelle disparaît comme un élément sculpturel en permanence. Et puis, le premier projet nous fait penser qu'en fait, c'est un sol, mais c'est un faux sol. Donc il y a vraiment cette dimension-là qui est toujours une espèce de dimension, d'être très rusé en fait, comme architecte. Et en fait, il y a toujours une espèce de dimension de détournement comme ça. Donc est-ce que vous pourriez un peu préciser finalement cette attitude parce que vous dites, on voit des détails constructifs extrêmement bien dessinés, mais bon, c'est pas par hasard que vous êtes suisse, mais quand même, malgré tout, ils sont... en fait, même particulièrement le premier détail sur la manière de cacher l'étanchéité, celui-là, il est extrêmement particulier, justement, parce que... Et alors, un autre aussi qui est fantastique, c'est en fait la poutre retroussée. Nous, on appelle ça poutre retroussée en France, qui est la poutre métallique, mais en fait qui est après complètement habillée de béton. Donc, on sent qu'il y a la tension structurelle et puis il y a sa disparition. Donc, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Je vous remercie déjà Moi, je prends ça comme des compliments. Je suis effectivement... peut-être la manière de détourner... Enfin, j'ai souri quand vous avez dit ce mot, parce qu'effectivement, je pense que... Si j'ai choisi ce métier ou si je fais ce métier, c'est parce que je suis curieux, j'ai envie d'explorer des choses, j'ai pas envie forcément de répéter ce qu'on peut peut-être répéter d'une manière très naturelle. Les thèmes que je développe sont aussi très éparses, parce que voilà, il y a des ouvrages d'art, il y a des agrandissements, une petite maison, une école, enfin c'est très large. J'aime justement ce champ d'expérimentation. Après, effectivement, dans tous les projets, il y a peut-être un point commun, c'est-à-dire j'essaie de rendre les choses un peu abstraites, de surprendre, peut-être de ne pas avoir la lecture directe de la difficulté, parce que une poutre retroussée, comme vous le dites, en métal, dans un jardin, chez des particuliers, c'est pas très intéressant. Donc, il a fallu trouver aussi des astuces, mais je l'ai fait aussi pour évidemment accepter la différence de niveau entre le jardin supérieur et inférieur, et puis aussi pour libérer la façade, qui est peut-être une contre-vérité, puisque c'est évidemment un peu plus cher que si on avait mis des poteaux en façade, mais ça a le double effet, ça a même la triple fonction, c'est-à-dire faire la protection en termes de parapet au niveau du jardin supérieur, rendre la chose abstraite et peut-être sculpturale, comme vous le dites, et puis offrir une vue panoramique depuis l'intérieur vers l'extérieur, par rapport à un programme un peu luxueux, on va dire, mais qui a du sens au bas de la parcelle. Donc, si on prend cet exemple-là, ou bien on prend l'exemple de la maison préfabriquée, que j'aurais pu évidemment faire un peu plus brutal aussi, puisque ça reste des garages préfabriqués, en général, on y met des voitures, on a des fermetures en tôle métallique qu'on aurait pu réutiliser à la place des stores, enfin des choses un peu plus brutales. Mais ça m'a amusé de la faire comme ça, puisqu'il y a même des collègues architectes qui n'avaient pas compris tout de suite que c'était finalement des garages en béton préfabriqués que j'avais détournés pour faire une maison
individuelle qui a un coût extrêmement bas, mais qui finalement donne l'impression d'être une villa luxueuse également. Voilà, donc le détournement, c'est un mot qui me plaît assez, finalement, parce que j'ai aussi envie de m'amuser dans mon travail. J'ai envie de découvrir des choses, et puis c'est vrai que parfois, par l'extrême ou par l'absurde, on arrive à trouver des pistes, d'explorer des pistes qui n'ont pas forcément été explorées. Lorsqu'on a travaillé sur l'école de Prangin, le site, la parcelle n'était pas du tout inspirante, puisqu'elle est entourée de bâtiments, comme vous le voyez, qui sont d'architecture très différente, pas très stimulante. On n'est pas dans un village rural à cet endroit-là de qualité, alors que le village de Prangin est un village très, très typique suisse, très, très bien entretenu au centre. Et puis, on n'était pas très inspiré par la forme de la parcelle, par la pente. Et lorsqu'on a développé quand on a commencé à faire ses premiers choix, et puis qu'on a été obligé de trouver une distribution intérieure qui allait avec la mise en place des volumes, alors là, on a commencé à s'amuser. Voilà, donc le détournement, ça me plaît. Enrico. Merci. Oui, tout d'abord, je te faire les compliments parce que je suis étonné de voir comment tu arrives à diversifier la production. Simplement, moi aussi, j'ai un peu de peine à comprendre comment tu fais à imaginer, à exploiter des solutions très différentes. Tout se passe comme si le détail, qui est une espèce de recherche qui te permet après de découvrir le thème et de faire une architecture à la limite culturelle, mais c'est un peu à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on a l'histoire de l'architecture, avec comment elle se compose, comment elle la fabrique, d'où elle vient, etc. Et puis on descend, on la modernise, on la rend contemporaine. Toi, tu parles d'un détail qui est le détail, en fond, qui est effectivement une des caractéristiques qu'on connaît bien, nous Suisses. Et puis depuis là, tu arrives à inventer les choses. Mais si on a essayé de faire une discussion et de comprendre comment tu fais, c'est quand même très difficile. Ce qui est probablement une qualité, parce que ça veut dire qu'il y a vraiment une invention. Voilà. Alors, s'il faut poser une question, comment tu commences quand tu as un truc? Est-ce que tu cherches un détail, puis à partir de là, tu développes? Alors, non, ou il y a une réflexion théorique, culturelle, historique? Alors, tu sais d'où je viens. J'ai vraiment appris mon travail dans plusieurs expériences différentes, dont tu connais très bien. Je suis venu effectivement à l'architecture par l'amour du dessin, par la perception peut-être en 3 dimensions des choses, et puis par un attrait finalement aussi aux matériaux, aux formes, etc. Alors oui, je vais jamais commencer le travail par un détail, mais par contre, effectivement, à partir du moment où je fais la crèche de Saint-Jean enterrée, ou bien l'agrandissement avant d'œuvre semi-enterré, je suis bien obligé de me poser la question, comment vont être les parties émergentes? Et là, je suis obligé de trouver des détails qui ne sont pas forcément classiques ou traditionnels, qui sont même parfois qui peuvent être trop chers, ou, etc. Mais j'essaye de faire en sorte que dans mes détails, la réponse, elle n'est pas uniquement esthétique ou sculpturale ou abstraite, mais elle répond aussi finalement à l'ancrage du bâtiment dans son site, à la durabilité, évidemment à la forme aussi. Et je crois que je n'arrive pas à concevoir un projet sans en parallèle imaginer effectivement le détail auquel je vais devoir être confronté, puisque c'est un détail particulier. L'enrobage en béton de la poutre métallique qui en plus doit être isolée puisqu'elle est en partie chaude, donc elle ne peut pas créer des ponts de froid, c'est un peu particulier. Mais la barrière que je dois installer entre le haut de la parcelle et le bas, c'est quelque chose de très concret auquel je dois faire face. Et puis la baie vitrée spectaculaire que je décide d'offrir entre guillemets à mes clients, je dois aussi
elle est presque évidente aussi pour moi. Donc finalement, ce détail, cette composition, elle répond à 3 ou à 4 ou à 2 paramètres utiles du projet. Et je dois dire que lorsque je fais des ouvrages d'art avec les ingénieurs civils, c'est exactement la même chose. On est un peu plus dans la technique, c'est aussi compliqué, c'est aussi abstrait, mais on doit faire en sorte que la passerelle de la paix ne soit pas une passerelle essentiellement d'ingénieurs ou trop métallique ou trop agressive. Elle doit aussi pouvoir permettre une traversée agréable, une intégration dans le contexte. C'est presque plus de l'architecture aussi que de l'ouvrage d'art. Donc, c'est vrai que le détail, je ne le commence pas avant et je ne fais pas le projet en fonction du détail. Mais là, en l'occurrence, je dois faire face à chaque paramètre. Mon expérience, justement, dans les bureaux ou dans la technique de la construction, parce que j'ai vraiment un intérêt là-dedans, me permet d'imaginer aussi une maison préfabriquée qui pourrait, lorsqu'il pleut, avoir des infiltrations de partout. Mais mon expérience m'a permis justement de contrer ça en sachant bien que je travaillais sur un prototype qui n'a pas été justement élaboré jusqu'à maintenant. Donc j'ai dû faire face à la création d'un nouveau détail et puis d'un détail adapté. Après, l'histoire de l'architecture, alors je ne sais pas, peut-être je prends une certaine distance par rapport à ça parce que je pense que mon travail a quand même envie de rendre les choses abstraites parce que finalement, c'est un peu comme la lumière. Voilà, la lumière où dans les luminaires, par exemple, on préfère voir la lumière que le luminaire. Dans mon architecture, je préfère qu'elle soit bien utilisée, bien appréciée, plutôt qu'elle soit forcément toujours imposante. Par contre, si elle s'inscrit dans le site et puis elle a du sens par son esthétisme aussi, pourquoi pas, eh ben, je pense que la boucle elle sera bouclée entre la difficulté d'un programme, l'élaboration des détails et puis finalement le résultat final. C'est comme ça que je vois les choses, mais c'est vrai que c'est une façon de rassembler au final dans un projet beaucoup de paramètres sur lesquels je travaille constamment. S'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais bien juste prolonger parce qu'il Ouais. y a une idée assez précise. Oui, je vous passe volontiers. Je voudrais juste illustrer ce que j'ai voulu dire avec la passerelle du Mont Blanc. Mm-hmm. Parce que là, j'ai vraiment un peu l'impression, et c'est une petite critique, mais sympathique, j'espère, c'est que cette passerelle, pour moi, elle est le résultat d'une soumission à une technique qui probablement vient d'un ingénieur qui est d'ailleurs très capable, hein, et qui a fait que sa position, elle ressemblait à aucune autre. Il y en a eu beaucoup de projets là-dessus, ça ressemblait à aucune autre. Mais c'est une forme, une direction qui est un raisonnement pratiquement que technique. Alors qu'on aurait pu s'imaginer, puisqu'il y a d'autres ponts, même plus loin, avec des personnages historiques, notamment Rousseau, auquel on tourne le dos maintenant, et qui on construit, on sait que sur les fleuves, il y a des formes qui ne sont pas droites comme ça. Elles ont une histoire aussi, elles ont aussi une relation à l'histoire et aux personnages, mais à l'histoire tout court, pas nécessairement à l'histoire d'architecture. Ouais. Et là, le détail a en quelque sorte effacé cette dimension-là. Alors, pour moi, c'est une petite critique. Même. Alors, je peux répondre par tout simplement, la passerelle du Mont Blanc, elle répond à beaucoup de paramètres très très compliqués, très différents. Alors, ta remarque, elle est issue de l'implantation par rapport à l'histoire de Genève, mais le résultat n'est pas du tout uniquement structurel. C'est-à-dire, c'est vraiment une synthèse entre la fonctionnalité, les flux, et puis qu'est-ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce qu'on peut réussir à construire là, dans ce site. Et il n'y a pas beaucoup de solutions. Et c'est vrai que j'ai expliqué encore ce soir que finalement le point de départ, c'était la gestion des flux piétons, cyclistes, pour éviter les croisements, les accidents qu'on connaît actuellement. Et puis finalement, l'ouvrage est devenu un geste élégant que j'imagine, enfin que j'espère élégant, qui a une certaine force, puisqu'évidemment, on est bien conscient qu'on déplace la fin du lac Léman et le début du Rhône. Hein, c'est une ligne qu'on a volontairement disons, implantée à cet endroit-là, mais justement pour des raisons précises de fonctionnement, de fluidité. Et c'est justement ce qui m'importe, c'est ce que je disais, c'est que lorsqu'on construit
qu'on imagine même un ouvrage d'art, finalement, la question qui m'importe, c'est comment est-ce qu'on peut l'appréhender, comment est-ce qu'on va l'utiliser, qu'est-ce qui va amener de plus que la situation existante. Donc après, il y a un ingénieur avec qui, effectivement, je travaille sur cet ouvrage, avec lequel on a beaucoup discuté, et c'est vraiment pas qu'une réponse d'ingénieur, c'est vraiment une réponse qui me paraît, moi, juste au niveau de l'implantation. Voilà. Après, on va bientôt peut-être la construire, donc on verra lorsqu'elle sera construite. Vous avez une question ? Moi, j'avais juste, comme ça, en retard, je vais poser la première question, j'ai un peu erré, je ne savais pas où c'était. Mais j'étais ravie de ce que j'ai vu. Merci. La vue, déjà. Et alors, je voudrais juste réagir par rapport au garage. Mm-hmm. J'espère que je formule le vœu, que peut-être quand la passerelle du Mont Blanc séparera le rôle des éléments, que les dragons à 4 roues qui sont prévus d'être rangés dans les garages, bah, ils apprennent aux humains à voler. Et alors les enfants, ils pourront carrément voler sur eux. Et alors juste une question, vous avez parlé d'une croix, là. Ouais. Elle est où? C'est derrière, non, c'est au-dessus Pour l'école de Prangin, oui. c'est le bâtiment qui est en plan en forme de croix. Ah, tout le bâtiment, il est vraiment En forme de croix. En forme de croix fédérale? Presque. Ah. Moi, j'aimerais bien revenir sur cette discussion autour de la tectonique et la technique. La question de la tectonique, ça dépend un peu quelle définition de la tectonique on utilise. Si on s'appuie sur Séclair, c'est plutôt une construction atectonique parce qu'elle dissimule toujours quelque part le mode constructif réel. Donc, il y a, si on revient plus en arrière, au XIXe siècle, la tectonique plutôt dans ce sens d'empilement. Si on va sur la tectonique par rapport à la notion du symbole et du signe, on peut se demander autrement, voilà, quel rôle joue la technique là-dedans. Et j'ai l'impression que finalement, vous jouez plutôt sur une sorte de dissimulation, comme vous dites, de certaines choses, où la technique n'est pas le symbole premier qui montre comment les choses tiennent ensemble, dans le sens de Böttcher ou de Sempe, mais plutôt de camoufler un peu ça, de montrer autre chose que le rôle structurel des éléments porteurs, ou même autre chose que la sémantique première qui symbolise quoi doit porter chaque élément. Enfin, vous contournez un peu ça pour utiliser la technique plutôt comme une science, je dirais, du camouflage, pour montrer non pas l'aspect technique, comment les choses tiennent ensemble, mais au contraire, de montrer, d'y arriver quand même grâce à la technique que vous contournez, parce que vous êtes très savant dans l'utilisation des détails, et pour quand même y arriver à avoir une expression assez pure de quelque chose qui est un art de camouflage. Donc je trouve très intéressant votre travail pour ça, parce qu'on ne sait jamais où on en est. Vous déjouez, vous réjouez avec une certaine magie les choses, et vous amusez quelque part à contourner les attentes, parce que finalement on ne voit pas tout de suite comment les choses se constituent. Il faut analyser un peu, il faut regarder le plan. Donc c'est une autre manière d'être tectonique, mais pas plutôt dans le sens atectonique, étrangement. Tout à fait. Mais alors, ça me fait plaisir cette remarque, parce qu'effectivement, je pense que j'ai vraiment envie que mon architecture, elle soit pas qu'elle délivre un peu des surprises, ou que la personne qui utilise ou qui visite mon architecture ou mes bâtiments, ceux qui y vivent ou ceux qui les fréquentent à l'école ou comme ça, ne se posent plus la question comment le bâtiment est construit, pourquoi il y a 2 poteaux qui portent une poutre, ou l'expression justement de ça. J'ai plutôt envie
si je me mets à la place des enfants de l'école de Prangin, quand ils arrivent dans leur classe, ils ont juste un panorama, une vision, une lumière spectaculaire par les grands vitrages, mais ils ne sauront pas que pour faire ça, on a mis de la précontrainte, on a fait en sorte que la grande fenêtre soit possible. Elle fait quand même 10 mètres de longueur, alors qu'on n'a que 40 cm ou 50 cm au-dessus. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est vraiment peut-être l'effet de surprise ou cette espèce d'évidence à la fin qui peut-être peut amener un bien-être ou une surprise. Voilà. C'est ça qui m'intéresse dans mon travail peut-être. Et la même chose pour les ouvrages d'art. Lorsque je fais en sorte que la passerelle de la paix elle a une hauteur de poutre différente, c'est pas juste pour m'amuser comme ça, c'est justement pour diriger le regard de l'utilisateur vers des points de vue qui sont peut-être plus intéressants d'un côté et plus intéressants de l'autre, et l'inverse. Et finalement, le regard est aspiré par l'espace. Donc en réalité, quand on rentre dans une classe avec une très très grande fenêtre, on est aspiré par l'extérieur. Je trouve que c'est plus intéressant que d'avoir une classe un peu sombre avec des petites fenêtres. Et puis lorsqu'on est sur un ouvrage d'art et puis qu'on a un panorama spectaculaire, vaut mieux en profiter puis en faire profiter l'utilisateur. Et lorsque le site n'est pas forcément tout le temps de la même valeur, comme la passerelle de la paix notamment, peut-être qu'on peut alterner des vues tout en répondant justement à la fonctionnalité et aussi à la technique. Donc voilà, c'est vraiment un mélange. Je pense que j'arrive pas forcément à vous répondre d'une manière catégorique. Oui, voilà, j'ai fait ça pour cette raison. Mais je pense que c'est vraiment un mélange de toute une série de contraintes ou d'objectifs que j'ai envie d'atteindre. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Merci beaucoup, Pierre-Alain Duprat. Avant que nous n'allions tous à la galerie d'architecture pour signer votre ouvrage La typographie en architecture, j'avais simplement une petite annonce. Vous dire d'abord que toutes les conférences architecture sont captées par Kevin et disponibles sur le site internet du Centre culturel suisse. Donc vous pourrez retrouver également celle de Pierre-Alain Duprat d'ici quelques semaines. Et puis vous dire nos prochaines conférences. On accueille mardi Laurent Benner, graphiste suisse basé à Londres. Et puis le lundi 22 mai au Centre Pompidou, Peter Markley, architecte également. Voilà. Et on en est suisse aussi. Et on en est très content. Merci encore, Pierre-Alain Duprat. Merci à vous. Merci.